Tina Turner semblait avoir la vie parfaite. Elle avait une carrière incroyable qui s'étendait sur des décennies, au cours de laquelle elle a remporté pas moins de 8 Grammy Awards, était mariée à un homme merveilleux dans les dernières années de sa vie et avait une horde de fans adorateurs. Mais sous sa vie apparemment parfaite, il y avait beaucoup de choses que Tina Turner cachait. Après son décès, il y a presque un an, son mari Irwin Bach se confie enfin sur les luttes de Tina dans les années précédant sa mort, et certaines de ses confessions vous laisseront choquer. La vie de Tina Turner est encore plus tragique et incroyable que beaucoup ne le réalisent. Pour commencer, son vrai nom n'est pas Tina. Elle est née Anna Mae Bullock le 26 novembre 1939 à Nutbush, Tennessee. Ses parents travaillaient comme métayers et elle a passé ses premières années à cueillir du coton à leur côté. Cependant, lorsque la Seconde Guerre mondiale a commencé, leur vie a pris un tournant dramatique. Les parents de Tina ont pris des emplois dans une usine de défense à Knoxville, Tennessee, mais ont pris une décision difficile. Ils ont laissé Tina et ses 2 sœurs derrière eux. Tina a été envoyée vivre chez ses grands-parents religieux stricts et cette séparation signifiait qu'elle ne verrait ni ne jouerait avec ses sœurs pendant des années. Ce n'est qu'à la fin de la guerre en Europe que les enfants ont été réunis avec leurs parents, mais l'expérience d'enfance la plus douloureuse de Tina était encore à venir. À l'âge de seulement 11 ans, Tina Turner a vécu un incident profondément traumatisant qui l'a marquée à vie. Cette année-là, sa mère a brusquement abandonné la famille sans prévenir. Échappant à une relation abusive avec le père de Tina, sa mère s'est enfuie à Saint Louis, laissant ses enfants derrière elle. Cet abandon a laissé Tina se sentir profondément non désirée et non aimée, ce qui a profondément impacté sa croissance. Le tumulte de la jeune vie de Tina s'est poursuivi jusqu'à son adolescence. 2 ans après le départ de sa mère, son père s'est remarié. Mais les enfants ne faisaient pas partie du plan. Le père de Tina et sa nouvelle épouse ont déménagé à Détroit et, encore une fois, les enfants ont été laissés derrière. Tina et ses sœurs ont été envoyées vivre chez leur autre grand-mère à Brownsville, Tennessee. Mais ici, Tina s'est affirmée. Après avoir été abandonnée d'abord par sa mère, puis par son père, Tina était devenue indépendante et avait commencé à tracer son propre chemin. Pendant son adolescence, Tina travaillait comme femme de ménage pour une famille riche tout en vivant avec sa grand-mère. Une carrière dans la musique et le nom de Tina Turner était encore loin. Au lieu de cela, elle a affronté plus de chagrin. À son milieu d'adolescence, Tina a subi une épreuve dévastatrice. Sa demi-sœur Evelyn et 2 cousins ont été impliqués dans un accident de voiture mortel. L'accident tragique a coûté la vie à tous, marquant le début d'une série de pertes qui allaient profondément façonner l'avenir de Tina. Quand Tina avait 16 ans, sa grand-mère au Tennessee est décédée. Lors des funérailles, Tina a été stupéfaite de rencontrer sa mère, qui avait abandonné la famille des années plus tôt. Sa mère a demandé à Tina et à sa sœur de déménager à Saint Louis et de vivre avec elle. Sans autre famille ou tuteur vers qui se tourner, Tina se sentait isolée, et rejoindre sa mère dans la ville animée est devenu sa seule option. Ainsi, il était temps pour Tina de quitter la vie de petite ville du Tennessee et d'embrasser les lumières brillantes et la scène musicale de la grande ville. Pendant ses années de lycée à Saint-Louis, Tina Turner fréquentait souvent les boîtes de nuit et les lieux de musique avec sa sœur. Une nuit au Manhattan Club, un moment décisif s'est déroulé lorsqu'elle a rencontré Ike Turner et son groupe, les Kings of Rhythm, dont la performance allait changer son destin et son nom. À seulement 18 ans, Tina avait déjà affronté de nombreux défis, et maintenant sa percée était à l'horizon. Captivée par Ike Turner et la musique de son groupe, Tina était déterminée à chanter avec eux, malgré l'absence de femmes dans le groupe. Après qu'Ike ait initialement ignoré ses demandes, Tina a pris les choses en main. Lors d'une nuit cruciale en 1957, pendant la pause du groupe, elle s'est faufilée sur la scène et a saisi le micro derrière la batterie. Lors de sa performance improvisée,
Tina a interprété une ballade blues de B.B. King. Ce moment unique a tout changé. Sa performance électrisante a immensément impressionné Ike Turner, qui l'a invité à chanter davantage. Elle a pris possession de la scène pour le reste de la nuit, et peu de temps après, Ike lui a offert un rôle permanent en tant que chanteuse dans le groupe. Avec Tina, les Kings d'Ike avaient maintenant leur reine. Malgré la notoriété qu'ils allaient de plus tard atteindre en tant que couple, Ike et Tina n'ont pas commencé leur relation amoureuse tout de suite. Cela a pris un certain temps. Au début, Tina se concentrait sur d'autres relations. Elle a commencé à sortir avec Raymond Hill, le saxophoniste des Kings of Rhythm, tandis que sa sœur sortait avec le batteur. Cependant, cet arrangement a rapidement entraîné des complications. Encore adolescente dans sa dernière année de lycée, Tina s'est retrouvée enceinte de l'enfant de Raymond Hill. Lorsqu'elle a confié cela à sa mère, la réaction a été dévastatrice. Sa mère était tellement contrariée qu'elle a mis Tina à la porte, rompant leur relation pour la deuxième fois. Sans autre option, Tina a emménagé avec Hill, qui vivait avec Ike Turner. Tina a donné naissance à son fils, Craig Turner, mais a rapidement fait face à un nouvel abandon lorsque Raymond Hill est retourné dans sa ville natale et n'est jamais revenu. Sans soutien familial et rejetée par sa mère, Tina s'est retrouvée mère célibataire, ne comptant que sur la musique et le groupe pour la stabilité et le soutien. Pendant cette période difficile, Tina Turner a fait face à la solitude et à la peur, mais elle a tiré parti de chaque moment. À seulement 19 ans, après avoir reçu des cours de chant d'Ike Turner, Tina a enregistré sa première chanson intitulée Box Top, partageant les crédits avec un autre chanteur masculin du groupe. À l'époque, elle se faisait appeler Little Anne, mais une transformation significative était à l'horizon. Vers cette période, Ike Turner avait écrit une chanson pour Art Lassiter et avait prévu une session d'enregistrement en studio. Tina était présente en tant que choriste, mais lorsque Lassiter ne s'est pas présenté, elle a convaincu Ike de la laisser prendre le chant principal. Ike a accepté à contre-cœur, prévoyant de remplacer les voix de Tina par celles de Lassiter plus tard. Mais le destin avait d'autres plans. La performance de Tina était si puissante que Ike a décidé d'envoyer la bande à Sue Records, un label R&B à St. Louis. La réponse a dépassé les attentes les plus folles de Tina. Impressionné par la voix de Tina, le président de Sue Records, Juggy Murray, a acheté les droits de la chanson à Ike pour la somme impressionnante de 25 000 $. Murray a également insisté pour que Tina soit la vedette du spectacle. Avec une incitation financière substantielle, Ike a accepté et a baptisé sa chanteuse Tina Turner. Le premier single de Tina, A Fool in Love, initialement destiné à un autre artiste, est devenu un succès sensationnel. Dès le début, Ike Turner exerçait un contrôle sur Tina, allant jusqu'à déposer la marque Tina Turner. Cette mesure assurait que si Tina quittait le groupe, il pourrait la remplacer par une autre chanteuse sous le même nom. C'était un signe troublant que Tina a malheureusement négligé, posant les bases d'une relation tumultueuse où elle devrait plus tard se battre pour son nom, sa musique et même sa propre sécurité. Leur union en tant qu'Ike et Tina a commencé lors d'une fête en 1960, à peu près au moment où A Fool in Love a été publié, lorsque Tina et Ike ont commencé à avoir une relation romantique. À la fête, Tina a cherché refuge dans la chambre d'Ike pour échapper aux avances d'un autre musicien, marquant le début de leur relation évoluant au-delà de l'amitié. Cependant, leur romance naissante a rapidement été confrontée à un obstacle majeur. Étonnamment, Ike était encore dans un mariage de fait lorsqu'il a commencé à fréquenter Tina. Cela aurait dû être un avertissement clair pour Tina que des défis l'attendaient, car Ike a continué à être infidèle tout au long de leur relation. Ces infidélités continues, souvent publiques et avec d'autres femmes, sont devenues un problème récurrent. Mais Tina avait des préoccupations plus pressantes à affronter. Le groupe fut rebaptisé The Ike and Tina Turner Revue. Ils se lancèrent dans de longues tournées à travers les États-Unis.
où Tina captivait le public avec son énergie électrisante et ses performances éblouissantes aux côtés de ses choristes, danseuses, connues sous le nom des Ikettes. Pendant ce temps, Ike restait en arrière-plan, dirigeant le groupe. Leurs spectacles devinrent immensément populaires, leur permettant de se produire en tête d'affiche devant des publics mixtes, même dans les États du Sud où la ségrégation raciale était encore répandue, comblant les fossés entre les publics blancs et noirs, ainsi qu'entre les scènes musicales Motown et rock. Tina Turner commença à porter des perruques dès le début de sa carrière, ce qui devint une marque de son image. Ce choix ne résultait pas de la vanité, mais des insécurités concernant son apparence et sa voix. Tina avait toujours été insécurisée par son apparence et pensait que sa voix était inhabituelle. Pour compenser, elle se parait de perruques élaborées, de maquillage lourd et de robes flamboyantes, changeant souvent de tenue plusieurs fois au cours de chaque spectacle. Ce style unique, associé à ses mouvements de danse dynamiques, distinguait Tina des autres stars féminines de son époque, dont beaucoup se concentraient uniquement sur le chant. En 1960, Tina et Ike accueillirent leur fils Ronnie, le deuxième enfant de Tina à l'âge de 22 ans. En 1962, ils s'étaient installés dans une maison à Los Angeles, où Ronnie rejoignit le fils aîné de Tina, Craig, ainsi que les deux fils d'Ike, issus d'une relation précédente sous un même toit. Malgré ses inquiétudes quant à l'équilibre entre la vie familiale et un emploi du temps de tournée exigeant, les préoccupations de Tina étaient souvent ignorées. Ike Turner était implacable dans sa quête de succès dans l'industrie musicale, recourant souvent à la violence pour affirmer son contrôle. Le premier signe d'avertissement majeur que leur mariage ne serait pas un conte de fées apparut lorsque Ike insista pour qu'ils se marient dans la ville sordide de Tijuana, au Mexique. Après une cérémonie civile terne, Ike emmena Tina dans un bordel où ils assistèrent à un spectacle en direct, une expérience si humiliante que Tina garda l'histoire pour elle pendant des décennies. Malgré de nombreux succès dans le top 10, le succès public de Tina Turner masquait une vie personnelle sombre et sinistre. Au début de leur mariage, Tina exprima sa réticence à changer son nom et ses préoccupations concernant leur emploi du temps de tournée rigoureux. En réponse, Ike réagit violemment, la frappant avec un tendeur à chaussures en bois. Cet incident marqua le début d'une série d'épisodes abusifs. Souvent, Tina montait sur scène peu de temps après avoir été agressée par Ike, se produisant avec des lèvres contusionnées et des yeux au beurre noir, une existence éprouvante qui la poussait à bout. La toxicomanie d'Ike et ses abus émotionnels et physiques ont lourdement pesé sur Tina. Il fut plus tard diagnostiqué bipolaire, mais son infidélité effrénée et ses exhibitions publiques avec d'autres femmes aggravèrent l'angoisse de Tina. Tout devint trop lourd à supporter. En 1968, Tina tenta de faire une overdose de Valium. Bien que Tina ait survécu à l'overdose, l'incident lui apporta une clarté frappante sur sa situation et renforça sa détermination à s'échapper, reflétant le départ précédent de sa mère. The Ike and Tina Turner. Revue connut son plus grand succès en 1971 avec leur interprétation de Proud Mary de Creedence Clearwater Revival. La chanson atteignit la 4e place des charts, leur valut un Grammy Award et catapulta Tina Turner au rang de star avec des concerts à guichets fermés et des apparitions télévisées. Pourtant, cette période de triomphe fut brusquement interrompue. Après que Tina se soit séparée d'Ike, sa relation déjà tendue avec sa mère se détériora davantage. La mère de Tina prit le parti d'Ike après le divorce, refusant de reconnaître les contributions de Tina à leur succès. « Elle n'a jamais voulu me donner de crédit pour quoi que ce soit », se rappela Tina. Quitter Ike signifiait que Tina n'avait rien, elle n'avait même pas son propre nom. Elle vivait avec ses 4 fils et une assistante personnelle, comptant sur les bons alimentaires pour survivre. Ce qui aggrava la situation était la menace constante de violence.
Des voyous locaux tiraient sur sa voiture ou sa maison, la terrorisant au point qu'elle dormait dans un placard tandis que son assistante restait dans la chambre des enfants. Cependant, cette période terrifiante ne fit que renforcer sa détermination. En 1978, Tina Turner finalisa son divorce avec Ike Turner, coupant effectivement les liens avec son passé tumultueux et la relation abusive qu'elle avait endurée. Ses termes étaient simples. Elle voulait 2 voitures Jaguar, quelques fourrures, des bijoux et surtout son nom, Tina Turner. Ce nom deviendrait finalement son atout le plus précieux. Cependant, la route pour retrouver sa célébrité était raide. Tina se retrouva au plus bas, mais était déterminée à réaliser l'un des plus grands retours de l'histoire du rock. Pendant ce temps, Ike Turner lutta pour remettre sa vie sur les rails après le départ de Tina. Combattant ses addictions et son comportement erratique, il fit plusieurs séjours en prison et en cure de désintoxication. Sa vie prit une fin tragique en 2007 lorsqu'il fit une overdose fatale alors qu'il souffrait d'un emphysème terminal. Tina choisit de ne pas assister à ses funérailles, un porte-parole déclarant « Tina n'a eu aucun contact avec Ike depuis plus de 30 ans. Aucun commentaire supplémentaire ne sera fait. » Tina Turner a grandi entourée de la foi baptiste, à la maison et dans sa communauté. Alors comment est-elle devenue bouddhiste? Cela s'est produit à Los Angeles en 1973, pendant l'une des périodes les plus sombres de Tina. Introduite à la pratique bouddhiste du chant par un ami Dick, Tina a trouvé du réconfort et de la clarté, ce qui l'a guidée sur son chemin. Pendant les années 1970, Tina consacrait jusqu'à 4 heures par jour au chant, trouvant de la force dans sa nouvelle pratique spirituelle. Son engagement était tel qu'elle a même eu l'honneur de rencontrer le 14e Dalai Lama en 2004. Après son divorce, Tina Turner a lutté dans une relative obscurité musicale. Malgré la poursuite de ses tournées, elle était perçue comme une relique du passé. Se produisant dans des cabarets, des hôtels et de petits clubs, elle faisait face à des batailles juridiques concernant des dates annulées et des contrats de séjour avec The Ike and Tina Turner Revue. Dans l'industrie musicale, les opportunités pour une femme noire de plus de 40 ans étaient rares et le soutien était difficile à obtenir. Pendant cette période difficile, Tina a pris une décision controversée qui la hanterait pendant des années. En 1979, elle a fait une tournée en Afrique du Sud, un pays profondément ancré dans l'apartheid, un système de ségrégation raciale condamné internationalement. En tant qu'artiste noire, Tina a fait face à des critiques significatives pour s'être produite dans un pays sous sanctions mondiales. Elle a ensuite affirmé son ignorance de la situation politique, se décrivant comme « naïve » quant aux complexités du régime sud-africain à l'époque. Un tournant est venu avec l'essor des vidéoclips au début des années 1980. Tina Turner a saisi cette opportunité sous la direction d'un nouveau manager en sortant le single « Ball of Confusion », qui a gagné un certain succès. Son apparition dans le clip vidéo marquait l'une des premières fois qu'une artiste féminine noire apparaissait sur MTV. Enfin, Tina commençait à reconstruire sa carrière. En 1983, Tina Turner se retrouvait avec un single qui bénéficiait d'une diffusion importante, mais notablement pas aux États-Unis. Sa popularité montait en flèche en Europe, en particulier au Royaume-Uni, où les maisons de disques commençaient à remarquer. En Europe, elle se tenait comme une artiste indépendante, loin de l'ombre d'Ike Turner, un nom qui n'avait plus d'influence. Cela marquait le début d'une année monumentale pour Tina Turner. À 45 ans, Turner atteignait enfin la célébrité sous son propre nom. Capitol Records l'a approchée pour enregistrer un album, la mettant au défi de le terminer dans un studio au Royaume-Uni en seulement 14 jours. Des collaborateurs de la scène musicale britannique, dont Mark Knopfler de Dire Straits, ont contribué à l'écriture et à l'arrangement des morceaux. Cette entreprise était prête à propulser Tina Turner dans une sphère de renommée qu'elle n'avait pas encore connue. L'album Private Dancer a catapulté Tina Turner pour devenir l'une des stars les plus en vue de l'histoire du rock. Il reste l'une des histoires les plus remarquables de la musique moderne.
Le titre de l'album, What's Love Got to Do With It, ainsi qu'au moins 5 autres singles, ont dominé les charts mondiaux. Private Dancer a vendu des millions d'exemplaires, solidifiant le parcours triomphal de Tina Turner depuis son passé tumultueux. Bien avant l'incident infâme du Super Bowl avec Justin Timberlake et Janet Jackson, Tina Turner faisait déjà la une des journaux. En 1985, elle a performé lors du méga-concert mondial Live Aid. Pendant son set avec Mick Jagger des Rolling Stones, Jagger a dramatiquement arraché sa propre chemise, a dansé vers Tina et a arraché sa jupe. Elle a terminé la chanson en juste au corps noir, créant un moment dont on parlerait pendant des années. Malgré le fait que le public la voyait comme une déesse du rock, Tina ne se percevait jamais ainsi. Elle remarquait souvent dans les interviews qu'elle était bâtie comme un poney, pensant que ses jambes et ses bras étaient plus maladroits qu'attrayants. Elle croyait qu'elle ne ferait pas tourner une seule tête dans sa ville natale de Nutbush. Le reste du monde, cependant, n'était pas d'accord. Même après avoir atteint un succès massif, Tina a connu des revers dans sa carrière. En 1991, le Rock and Roll Hall of Fame l'a intronisée, mais avec une tournure blessante. Au lieu de la reconnaître en tant qu'artiste solo, ils ont intronisé The Ike and Tina Turner Revue. Heureusement, Ike a manqué la cérémonie en raison de l'un de ses nombreux séjours derrière les barreaux. Tina a également choisi de ne pas assister, ne voulant compréhensiblement pas partager la vedette avec son agresseur. Quand vous vous retrouvez plus intéressé à décorer votre maison qu'à performer, il est peut-être temps de raccrocher. C'est exactement ce que Tina Turner a réalisé lors de sa tournée de 2009. Son cœur n'y était plus. Après une vie de bataille et de victoire, qui pourrait la blâmer? Dans de nombreuses interviews, elle a clairement indiqué qu'elle n'avait plus envie de se produire ou de partir en tournée. En 1986, Tina est arrivée à l'aéroport de Heathrow à Londres et a été accueillie par un cadre musical allemand nommé Erwin Bach. Ils se sont tout de suite bien entendus, marquant le début d'une autre relation significative pour Tina. Bach et Tina sont restés ensemble pendant plus de 3 décennies avant de se marier en 2013. Mais peu après, le désastre a frappé. 3 semaines après leur mariage, Tina a subi un AVC sévère qui l'a laissée incapable de marcher. Cependant, après avoir surmonté tant d'épreuves dans sa vie, il n'est pas surprenant qu'elle ait réappris à marcher. Cependant, d'autres épreuves étaient encore à venir. En 2018, Tina Turner a publié ses mémoires « My Love Story », où elle a parlé de sa lutte contre le cancer intestinal en 2016. Ayant initialement opté pour des traitements homéopathiques plutôt que pour la médecine conventionnelle, elle a fait face à des complications sévères, conduisant à une insuffisance rénale. Malgré les chirurgiens ayant retiré une partie de son intestin, ses problèmes rénaux persistaient. Pendant cette période sombre, la situation de Tina semblait désespérée. Elle avait besoin d'une greffe de rein et se sentait sans espoir, allant même jusqu'à envisager le suicide assisté. Elle s'était inscrite auprès d'une organisation en Suisse, se préparant à la fin. Cependant, un geste inattendu et magnifique a tout changé. Dans un acte d'amour profond, son mari Erwin Bach lui a offert l'un de ses reins. La greffe réussie a eu lieu en 2017, symbolisant leur lien profond. Tina Turner porte désormais littéralement une partie de son mari en elle. Peu de gens savent que Tina Turner a renoncé à sa citoyenneté américaine en 2013. Elle avait toujours été plus populaire en Europe, surtout dans ces dernières années. Vivant à Zurich depuis 1994 avec son mari européen, Tina a demandé et obtenu la citoyenneté suisse en 2013, renonçant officiellement à sa citoyenneté américaine. Le mariage horrible entre Ike et Tina Turner est tristement célèbre, mais l'histoire de son évasion est encore plus éprouvante. En 1976, lors d'une tournée, Tina et Ike ont eu une violente dispute dans un hôtel de Dallas. Cette nuit-là, alors qu'Ike la battait, Tina a saisi le moment pour s'enfuir. Vêtue de vêtements ensanglantés, avec à peine plus de 30 centimes et une carte de crédit de station-service dans sa poche, elle a couru chez un ami. Peu de temps après, elle a demandé le divorce.
Pardonner quelqu'un qui a causé tant de douleur est un voyage difficile. Lors d'entretiens pour la tournée promotionnelle de ses mémoires, Tina a déclaré au New York Times qu'elle avait pardonné à Ike Turner. Cependant, ce n'était pas une question de pardonner et d'oublier. Elle a expliqué. « Il m'a demandé de faire une dernière tournée avec lui et j'ai dit « Non, absolument pas. Ike n'était pas quelqu'un que vous pouviez pardonner et laisser revenir. » Juste après avoir surmonté le cancer et récupéré d'une greffe de rein, Tina Turner a fait face à une autre tragédie dévastatrice. En juillet 2018, son fils Craig s'est suicidé à l'âge de 59 ans. Craig, le premier fils de Tina avec le saxophoniste du groupe d'Ike Turner à St. Louis, travaillait dans l'immobilier en Californie. Tina a dispersé ses cendres dans l'océan au large de la côte californienne. Tina Turner est décédée le 24 mai 2023, à l'âge de 83 ans. Bien que sa mort ait choqué beaucoup de gens, compte tenu de toutes les épreuves et tribulations qu'elle a endurées au cours des 2 dernières décennies, il est incroyable qu'elle soit allée aussi loin. Tina était vraiment une battante, et ses derniers jours ont été marqués par un détail magnifique. Dans ces dernières années, Tina profitait d'une vie paisible dans son manoir surplombant le lac de Zurich en Suisse. Une pancarte sur la porte de son domicile disait en allemand « Ne sonnez pas avant midi. Tina Turner, tu étais simplement la meilleure. Repose en paix, tu le mérites. » Le parcours de vie de Tina Turner était un témoignage de sa résilience, de sa force et de son esprit indomptable. De ses premières années tumultueuses à son ascension en tant qu'icône mondiale et enfin à ses jours paisibles au bord du lac de Zurich, l'histoire de Tina a inspiré des millions de personnes. En réfléchissant à son incroyable héritage, il est réconfortant d'entendre son mari briser son silence et partager leur histoire. Quel est votre souvenir ou chanson préférée de Tina Turner? Commentez ci-dessous et dites-nous comment elle a impacté votre vie. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de contenu célébrant la vie et l'héritage de l'incomparable Tina Turner. Merci de nous avoir rejoints. À la prochaine, au revoir pour l'instant.